Bienvenue dans cette place. De grands hommes, la seule émission qui vous donne l'autorisation de réfléchir à haute voix. Oui, cette émission Place de grands hommes est une émission de réflexion qui amène des grands penseurs, qui invite des penseurs qui viennent ici pour pouvoir donner leurs avis sur les différents sujets qui sont traités dans cette émission, mais ces sujets qui nous viennent un peu de la providence, un peu de ce qu'on appellerait un peu du hasard, mais nous parlons un peu de ces sujets-là qui sont ouverts, qui nous sont donnés par la providence ou par le hasard, mais qui poussent nos invités à réfléchir et à donner leurs avis. Si vous êtes un homme de réflexion, si vous êtes un homme qui se pose des questions et qui cherche les réponses par rapport à ces questions-là, en tout cas, ce plateau est à vous. Vous êtes aussi, nous devons vous compter parmi les grands hommes, nous devons vous compter parmi nos prochains invités. Aujourd'hui, ce soir, chers amis téléspectateurs, nous allons inviter quelqu'un qui réfléchit bien, une très belle intelligence de ce pays. Lui, ce Mike Gardi Diana, que je vais appeler sur ce plateau, que je vais accueillir sur ce plateau. Ça sera pour la deuxième fois que nous le recevons sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, si vous voulez vous asseoir déjà. Merci. Place des grands hommes. Mike Gardi Diana, la santé, ça va? Dieu fait grâce, ça va. Oui. Bon, je dirais que la malaria nous secoue depuis un certain moment, mais on s'en sort. La malaria due à... Je ne suis pas sûr qu'on pose généralement ce genre de questions, l'origine de la malaria. Non, malaria. Mais à Kinshasa, il y a les inondations, il y a la saleté. Le bonheur, c'est que moi, je suis quelqu'un qui est fan de la campagne, mais à défaut d'être dans la campagne, j'ai préféré la zone de l'UPEN où c'est un peu calme. Moi, je vis là-bas. Il n'y a pas d'inondation là où je suis. Le moustique, d'ailleurs, il n'y en a pas trop. Donc, à l'époque, il y avait chikungunya. Bon, chikungunya, je ne sais pas comment définir cela, mais la vérité c'est que si c'est pour des questions de malaria, ça doit être généralement les organismes qui ont réagi différemment, mais je ne suis pas sûr que c'est dû à l'environnement parce que je suis de ceux qui prennent vraiment soin de ces histoires-là. Donc ceux qui vraiment veillent à ce que le poubelle ne soit pas devant la maison, que le poubelle ne soit pas gardé pendant trop longtemps, quand à défaut de le faire par ma collaboratrice, j'aime pas utiliser l'expression bonne, je trouve péjoratif. Ma collaboratrice qui a l'habitude de le faire, quand elle ne le fait pas, j'entre le soir, je préfère aller le faire seul. Rien n'est dit que c'est son monopole, donc voilà, je suis quelqu'un de très tatillon dans ces histoires-là, toujours sous un moustiquaire. Avant, je ne supportais pas, mais je le fais régulièrement maintenant. Alors, les ordures, Kinshasa, comment on peut les gérer? Comment on peut le gérer? Bon, je vais vous dire une vérité chez moi. Même si je sais que généralement les gars qui viennent récupérer les ordures vont souvent remplir les rivières, c'est pas une bonne chose, ça c'est une faiblesse qu'on a dans la gestion. L'absence de l'État. Oh, Kinshasa n'est pas gouverné, j'ai l'habitude de le dire depuis toujours. Kinshasa n'est pas gouverné. En mode pilotage automatique. Kinshasa, même pas en mode pilotage automatique. Derrière le mode pilotage automatique, il y a de l'intelligence, parfois qui frôle la perfection de l'homme. Il n'y a pas de pilote. Il n'y a pas de pilote, c'est-à-dire en mode, tu vois, en mode Molokai, quoi. C'est-à-dire que Chancelo Kopamba allons seulement à tête. C'est ça. C'est pas le pilotage, Tokendeka. Oye, c'est ça en fait. C'est ça c'est ça. Mike Gardi Diana, là c'est juste pour ouvrir un peu cette émission. Vous connaissez cette émission, c'est une émission de réflexion et vous êtes, c'est la deuxième fois que vous êtes ici avec nous et inutile de vous présenter, mais si on peut par rapport peut-être à ceux qui viennent vous découvrir maintenant là, qui est réellement Mike Gardi Diana? Alors, Mike Gardi Diana est fils d'une famille de 7 enfants, orphelin de mère depuis cette année, depuis quelques mois. Il est marié à Madame Sarah Okende Diana. Il est actuellement père d'une fille, après avoir perdu un garçon de 11 ans. Quoi d'autre? Il est à la base
journaliste par providence et par destinée. Par providence et par destinée. Destinée. Derrière ces métiers, il y a toute une histoire. Je me rappelle que j'avais à peine 4 ans quand on m'appelait FM, comme fréquence modulée. Oui. Et c'était par mes sœurs. Et la question disait, il dit, tu aimais souvent pouvoir faire les choses comme le journaliste. Et je me rappelle qu'en grandissant, moi, ma passion, c'était l'économie que je finis par faire aussi, mais aussi la polytechnique. La polytechnique. Mais que les choses ont basculé le jour où, pour la première fois, je me rappelle, c'était aussi dans ses débuts, j'étais dehors, pour la première fois, nous, on a eu la chance d'avoir des chaînes câblées. Je venais de l'école. À l'époque. Gros parabolique. Exactement. Je venais de l'école. Un soir, mon père, qui était fan des informations, mettait TF1. Et que je finissais de manger sur la table, je devrais aller à la cuisine pour la mettre parce que ma mère, à l'époque, nous exigeait quand vous finissez de manger, il faut nettoyer votre assiette. Directement. J'allais à la cuisine, j'entends la voix de quelqu'un qui entame le journal, c'est Patrick Poivre d'Arvor. PVD. Depuis ce jour-là, cette idée ne m'est jamais quittée à l'esprit. Donc vous êtes devenu journaliste depuis ce jour-là? Depuis ce jour-là. Et malheureusement, par entêtement, quand j'ai fini, je suis allé un peu, ce que j'ai décrit dans mon livre La vie buissonnière. La vie buissonnière. La vie buissonnière, en fait, parce que moi, j'étais quelqu'un à la croisée des chemins. Ma mère me regardait et disait, finalement, toi, tu vas faire quoi? Les amis qui Les amis qui me connaissaient à l'enfance, ils savaient que c'était un footballeur. C'est ce que maman craignait. Maman craignait exactement cela. Mais Dieu merci, elle a fait un effort que ça n'arrive pas. Les amis qui me regardaient dans le quartier voyaient un excellent footballeur. Quel poste? Un attaquant, disons un 10 particulièrement. Voyaient un excellent médiateur et un excellent attaquant. Donc peut-être 9,5, des fois du tout autour de l'avant-centre. Mes frères de l'église à l'époque, Arche de l'Alliance, voyaient un excellent chanteur. Les autres dans le quartier voyaient un excellent politicien. Et les autres voyaient finalement un bon avocat. Un bon avocat. Oui. Et le bonheur, c'est que je ne sais pas pourquoi je faisais un effort quand je grandissais. Ce que je voulais faire, je le faisais bien. Et heureusement, j'ai eu la chance. D'abord, les gens ne le savent pas. Je suis allé à l'ISIPA. La première année, j'étais très fan à l'époque de l'informatique. Je me disais que c'était du génie. Ça s'approchait un tout petit peu de mon rêve de la polytechnique. Une année après, je me suis rendu compte que vous n'étiez pas chez vous. Pas moi. Je suis allé faire l'économie et développement à l'UCC. C'est quand je suis revenu que j'ai eu la chance par un ami. Il m'a dit, il y a eu une bourse ici pour une formation en journalisme. Que je suis allé à Dakar, gloire à Dieu. C'était une formation modulaire, oui, mais qui m'a donné l'essentiel de ce métier. Depuis, je m'y suis accroché jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai eu encore la chance, cette fois-là, par correspondance, de faire la formation avec la même institution, ISSC, la même formation, cette fois-là en communication stratégique. Parce que très poussé dans les questions du journalisme, je commençais à comprendre la complexité de la communication. Et le jour où j'ai découvert Ramzi Kiroun, qui, en vrai dire, n'est pas un journaliste, n'est pas vraiment quelqu'un de formé, mais qui avait un réel don sur la communication stratégique. Il a sauvé la réputation de plusieurs personnalités et malheureusement, ça n'avait pas tenu avec Dominique Strauss-Kahn. Et j'ai commencé à m'y intéresser jusqu'à ce que c'est devenu la première des passions maintenant, c'est-à-dire la communication poussée, aller dans la dimension stratégique. Oui, donc vous avez plusieurs casquettes, vous avez vécu, toute votre vie, vous avez toujours les gens vous ont vu sous plusieurs casquettes. Mais aujourd'hui, ce soir, nous vous avons comme libre penseur. C'est d'ailleurs la définition qui va le mieux. Alors, comme libre penseur, on va choisir, donc ces places de grands hommes, vous allez choisir une lettre au hasard, et c'est cette lettre-là qui va faire en sorte que nous puissions avoir un sujet, notre premier sujet de la soirée. Nous sommes avec Mike Gardi et Diana, nous allons réfléchir un peu avec lui sur plusieurs sujets. La lettre, elle est V. V. La lettre, elle est V. V comme voisin, oui. V comme vérité. Mais Gardi Diane, nous sommes en réalité, le gouvernement congolais ne parle pas vraiment du M23, mais plutôt du Rwanda.
Pourquoi? Ben, parce que entre le commanditaire et l'intermédiaire, s'il faut responsabiliser, la plus grande responsabilité revient au commanditaire. Je crois aussi parce que dans le contexte actuel, nous savons tous que dans les gens, les penseurs des théories de la guerre savent qu'une guerre n'est jamais un mal abstrait. Une guerre a forcément derrière une raison valable. Et les gens qui vont souvent jusqu'au bout de la logique dans les théories de la guerre, c'est des gens qui commencent par mettre en place une réflexion téléologique. C'est-à-dire que dès lors qu'on va, on s'engage, on se rend compte de faits, mais on interroge les finalités. Quand on sait interroger les finalités, on sait juger le pourquoi, on sait trouver les comment et on sait apporter la solution valable. C'est d'ailleurs pour ça que vous verrez un vieux sage a dit une fois, ceux qui remportent les victoires dans le combat commencent par le remporter avant de s'engager. Avant de s'engager. Oui. Mieux comprendre. Le combat se gagne avant. On comprend les raisons. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut comprendre. Dès lors qu'on... Et là, on peut comprendre même cerner la psychologie de l'ennemi. C'est pourquoi il y a même un autre qui a complété pour dire le combat devient d'abord psychologique. Lorsqu'on connaît son adversaire. On connaît déjà son adversaire, oui. C'est ça la meilleure des choses. Et généralement, c'est à ces niveaux-là. Et je crois qu'aujourd'hui, la raison de ce narratif chez le Congolais, c'est parce que depuis des décennies, je crois que cette guerre-là nous a été imposée. Je sais que même le Rwanda qu'on cite nommément, c'est parce qu'on est dans un rapport étatique. Mais le vrai tireur de ficelles sont ailleurs aussi. L'Occident. Et qu'aujourd'hui, l'effet de nommer le Rwanda, c'est faire évoluer. Et vous vous rendez compte que même dans la narration, même dans l'approche diplomatique, vous verrez que depuis qu'on a fait focus, on a quitté la dimension d'une guerre asymétrique et qu'on va cette fois dans une guerre classique, dans une guerre d'agression vis-à-vis d'un État, même sur l'approche diplomatique, la sphère internationale a fait évoluer son langage, mais aussi a fait évoluer sa posture. Dans le sens où aujourd'hui, vous verrez que ces Nations Unies autrefois qui jouaient à l'autruche, qui faisaient presque l'arbitre, cette fois-ci a l'obligation de prendre position. C'est vrai. Même si elles hésitent. Non, c'est vrai, il y a des hésitations, mais dans le fond, nous comprenons tous que c'est parce qu'ils ne veulent pas se salir les mains. Autrefois, nous croyons encore naïfs. Ils ont préféré prendre position pour les autres, dans le sens où ils ont tenté par des procédés, par des stratégies, de nous dissuader de prendre l'approche militaire, parce qu'ils savaient que dès lors qu'on engagera l'approche militaire, on finira par ouvrir la boîte à Pandore, et cette fois-là, on découvrira réellement le vrai tireur de ficelle. Or, eux n'aiment pas se salir les mains et n'aiment pas être cités en mal. Du coup, faut ils font les choses par procuration. Quand le Congo décide cette fois-là de prendre son courage à deux mains, de dire haut et fort sur la tribune des Nations Unies et citer le Rwanda, qui du reste, les Nations Unies n'ont jamais cessé de citer dans le rapport, les différents rapports, et que cette fois-là, de manière intelligible et à haute voix, on l'a dit, ils nous ont imposé un dialogue avec la médiation comme la France. Mais derrière ça, vous comprenez que c'est une cartographie. On nous impose cette France de venir faire la médiation. Cette France qui, avant ses conseils de sécurité, quelques mois ou quelques jours avant, a renforcé justement le système de contrôle en approvisionnement d'armes pour la RDC, un pays pourtant agressé. Oui. Donc, ça veut et dire que cette France, depuis bien 2 décennies, il fait les yeux doux au Rwanda, s'agenouille même devant Kagame. Pas faire les yeux Kagame. doux, mais cette France-là a compris qu'aujourd'hui, face à la responsabilité historique, avec le génocide et l'affaire turquoise, il fallait laver justement ces passés très contraignants qui remettaient en question son positionnement même dans le concert des nations. Mais la France n'en a pas fait trop. Non, justement, il fallait faire... Juste à donner la francophonie au Rwanda. Non, parce que derrière, les objectifs ont évolué. Ouais. Avant, c'était pour faire amende honorable, faire oublier ces passés qui plombaient sur l'histoire et les ambitions de la France. Mais après, c'était devenu un deal, en fait. Maintenant, après, il ne faudra pas oublier qu'en 2019, Total a quitté la RDC pour l'Ouganda. Aujourd'hui, la plus grande production pétrolière de Total, c'est de l'autre côté, c'est pas chez nous. Donc vous comprenez. C'est-à-dire après, c'est devenu le rapport purement étatique où on a besoin d'avoir, on a des intérêts là-bas, on veut que vous soyez, pour vous récompenser, on veut que vous soyez justement le porte-étendard ou encore notre interface directe à partir de là. Et aussi parce qu'il n'y a pas que la France.
Les autres puissances qui ont participé justement à ce qui constitue aujourd'hui le point d'orgue de l'histoire du Rwanda, qui est devenu la valeur marchande. La guerre de 94, le génocide. Ils ont tous trouvé un moyen de pouvoir récompenser pour faire oublier cette histoire-là. Aujourd'hui, comment expliquer qu'un État comme le Rwanda a une dette extérieure plus élevée que la RDC? Ils sont à 8 milliards, nous on est à 6 milliards. Comment expliquer que cet État-là, qui aujourd'hui devient l'une des économies les plus dynamiques en Afrique, mais dont son budget est constitué à plus de 50% des ressources extérieures? Ça veut dire que c'est presque le management des Kagame. C'est presque un État sous perfusion qui a besoin... C'est du trompe-l'œil. Tout ce qu'il y a au Rwanda, c'est du trompe-l'œil. Pas trompe-l'œil. Dans le sens où, c'est vrai, c'est un mécanisme, c'est comme je dis, parmi les ressources d'un État, il y a aussi les ressources additionnelles ou les ressources externes qui dépendent de management, parce que ceux qui les font ne le font pas de bon cœur. C'est-à-dire que c'est un rapport d'intérêt. On propose quelque chose en échange. Mais on sait aussi que dans la plupart des cas, c'est du babysitting, en fait. Comme dans le cas du Rwanda, comme dans le cas de la RDC, la plupart des États africains. Et je crois qu'à ces stades-là, ce sont des éléments qui parlent. Mais s'il faut rentrer dans la question de la guerre, c'est parce qu'aujourd'hui, on a compris que le Rwanda a déjà eu une très grande responsabilité dans ce qui arrive. Et au lieu de s'en prendre aux conséquences, qui est le M23, allons directement à la cause. Pourquoi ne déclarons-nous pas directement la guerre au Rwanda? Pourquoi il y a eu seulement, il fallait qu'ils puissent prendre Rutshuru pour qu'on chasse Karega? Pourquoi cette hésitation? Pourquoi cette lenteur? Pourquoi cette sorte de nonchalance du gouvernement congolais? La vérité, c'est qu'on a beaucoup de faiblesses dans notre politique en cette matière-là. Mais ce que les gens appellent de la nonchalance ou de l'hésitation, ce n'est pas le cas. C'est quoi alors? Vous savez, dans le contexte... Parce que c'est l'image que ça donne. Oui, malheureusement, l'image, c'est peut-être une illusion. Ça peut être une vision d'optique, en fait. La vérité, c'est que dans le fond, quand vous regardez le contexte, un État qui se connaît soi-même prend des décisions pas de manière épidermique. Aujourd'hui, il y a un sentiment qui naît dans la population congolaise, c'est qu'il faut forcément faire la guerre au Rwanda. Même moi qui vous parle, je suis de cet avis-là. Oui, la dernière fois que j'avais reçu, vous aviez un langage belliqueux. Exactement. Mais le problème, c'est que quelles sont les caractéristiques de notre armée? Apprenons de nos erreurs du passé. La plupart des fois, on a tenté de le faire. On a été torpillé en interne. Cette armée est une armée de manière empirique résultante de brassage et mixage. Les erreurs de musée? Les erreurs de musée, oui, mais des erreurs aussi pérennisées par les autres via les différents mécanismes sous-régionaux. Brassage. On nous a imposé le brassage et le mixage dans l'armée. Brassage, le mixage, tous les mots qui... Malaxage et tout. Aujourd'hui, je crois que sur le plan de leadership, c'est vrai qu'il y a un sentiment qui est un sentiment collectif de faire la guerre au Rwanda, mais la raison et le bon sens voudra qu'on y aille stratégiquement et intelligemment. Et qu'aujourd'hui, vouloir aller dans ce sens-là, on risque aussi de résoudre un problème par un autre problème. En créant il faut y aller doucement. Pourquoi je crois qu'il faut y aller doucement? Parce que cette armée-là, la plus grande des réformes qu'il faut mener, c'est des réformes en interne. Je ne suis pas aussi de ceux qui croient à la providence des hommes, surtout quand il s'agit des corps comme l'armée. Des hommes providentiels. Oui, mais je suis aussi de des héros qui seraient venus d'une autre planète, en fait. Mais je suis aussi de ceux qui estiment que même au niveau de l'armée, le leadership et le management est quelque chose de très assez osé et poussé. Il faut avoir un commandant capable de pouvoir réfléchir, de mettre en place de stratégies, mais aussi capable de pouvoir prendre, de s'assumer, en fait. De s'assumer. Oui, de s'assumer. Et aussi, je crois que du fait de l'histoire, à ce stade ici, stratégiquement, il faut y aller mollo. Parce qu'on peut prétendre vouloir combattre le Rwanda, mais il y a un langage subtil que nous, on n'a pas compris. Avant, nous tous, on n'avait pas compris. Moi, j'ai fini par le comprendre après. Quand le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, nous dit que le Rwanda a une logistique... Le M23. Oui, le M23 a une logistique supérieure à la logistique de la MONUSCO. Bon, c'est vrai, dans le fond, il a tort. Dans le vrai, en fait, véridiquement, il a tort. Mais si on va dans le deuxième ou troisième sens de ses propos, il n'en a pas. Comment dans le ça? sens où
Il veut nous envoyer une image d'une superpuissance. Non, quand il veut parler du M23, de par ses langages, il nous dit en fait que ceux qui soutiennent le M23 derrière, ce sont des États en fait, de manière réunie, sont capables d'apporter beaucoup plus que ce qu'on en compte. Donc ça c'est le non-dit. Si on lit entre les lignes. Si on lit entre les lignes. Et ça s'est justifié, vous savez pourquoi? Parce que quand on est allé sur les terrains des négociations à Nairobi particulièrement, où on a commencé le premier round, pour revenir autour de la table, on nous a imposé de parler avec les différents groupes armés et que la RDC a manifesté sa résistance vis-à-vis d'une quelconque négociation avec le M23. On s'est rendu compte finalement que ces Congos-là réfléchissent différemment. On a utilisé ce qu'on appelle les effets placebo. C'est quoi? On nous tient ces discours-là pour nous dissuader de l'approche militaire. Et pendant que Parce qu'ils savent que sur le terrain militaire, ils sont... Je vous donne la temporalité. Quand le M23 est né, quand on nous a menés à Nairobi pour faire la guerre, avant qu'ils ne viennent, cette fois-là s'installer officiellement à Bunagana, ces groupes armés-là étaient prenables. Très prenables. Ou si on avait décidé d'étouffer les initiatives dans l'œuf, on aurait résolu le problème. Comment le faire? Présenter une puissance exponentielle d'un groupe qui n'en a pas. Pendant ces temps-là, il se prépare. Je sais pas comment. Le besoin était d'abord le M23. Quand ils se sont reconstitués cette fois-là pour devenir une sorte d'interface pour négocier avec l'État congolais, c'était un groupe très vulnérable. Et parce qu'on savait qu'on approche les élections, parce qu'on savait que l'ordre politique a changé, ceux qui ont négocié autrefois ne sont plus au pouvoir et que maintenant il fallait reprendre la main, il fallait se rassurer que les exigences posées autrefois, et pour le M23, et pour l'État rwandais, et pour les autres tireurs de ficelles, continuaient à cirer, couvrir leurs arrières, il fallait faire monter cette supercherie du M23, nous contraindre à négocier cette fois-là, et se rassurer de leur butin de guerre. Et que parce que la position avait changé, cette fois-là, il fallait de manière diligente trouver des solutions et la capacité de s'opposer, capacité de recréer un rapport de force. Et pour recréer le rapport de force, c'était quoi? Ils ont pris Bunagana. Quand ils ont pris Bunagana, c'est constitué ce qu'on appelle, est-ce qu'on peut appeler Bunagana un proton-État? Je ne sais pas, mais je me permets de le dire. Un proton-État dans le sens où ils ont une base arrière connue de tous et officielle pour nous pousser, nous, à la table des négociations. Kinshasa reste ferme, on ne négocie pas. On ne broche pas. Pendant ce temps-là, le M23, comprenant que la position de la RDC a changé, le Rwanda, comprenant que la position a changé, de ce cas, il faut faire évoluer. Aller vers autre chose. Puisqu'ils avaient un espace bien connu et que, parce que la guerre se mène sur plusieurs plans, notamment sur l'approche diplomatique, pendant qu'au tour de la négociation, nous on profite pour ravitailler, renforcer en termes d'effectifs, en termes d'armement. Et c'est à ça aussi que cette base-là de Bunagana a servi, au-delà des implications économiques, parce qu'il se servait carrément. Il se servait carrément. Alors, j'ai suivi Paul Kagame. Je ne sais pas comment situer cette interview. Paul Kagame sur France 24. C'était quel jour? Mais j'ai vu un homme un peu sur la défensive. Ne sommes-nous pas en train de vivre les derniers instants de l'ère Kagame? Ce sera prétentieux de le dire. Mais la vérité, c'est que quand il est sur la défensive, c'est vrai que quand vous regardez l'attitude de Kagame, il est un peu plus inquiet que d'habitude. Mais c'est lui qui disait qu'on va aller faire la guerre là-bas parce qu'il y a de l'espace là-bas pour le faire. Le problème, c'est quoi? Le problème est que Kagame, c'est une chose. La position qu'il occupe maintenant, il y a eu d'autres personnes qui l'ont eu autrefois, qui étaient des intouchables, comme Mobutu et les Bokassa. Et que finalement, il y a toujours un moment, quand ça devient très corsé, ils finiront par vous lâcher. Et qu'aujourd'hui, Kagame... Et c'est chercher un autre. Et Kagame sait qu'autrefois, tout ce qui pouvait lier Kagame à la guerre d'agression à l'Est, c'était des éléments très minces. Et qu'aujourd'hui, la situation est différente. Aujourd'hui, l'implication du Rwanda est patente. L'implication du Rwanda... Ça crève même les yeux. Crève les yeux. Et qu'aujourd'hui, il y a des éléments factuels qui prouvent à suffisance que le Rwanda s'est impliqué. Et dès lors qu'il y a des éléments factuels, le Rwanda, dans sa politique, dans son lobbying, est dans une situation très délicate et très difficile.
Et que finalement, le fait que le rapport de force évolue, je n'ai pas dit que ça a changé encore, mais évolue sur l'approche diplomatique, c'est normal qu'ils soient inquiets. La plupart des fois, quand ils disaient... Ils vont la faire venir. Kagame pensait avoir affaire. Kagame maîtrisait aussi la psychologie de l'homme congolais, en fait. Il savait qu'il suffit de 2, 3, 4 menaces. On ira autour d'une table, on va discuter, on va négocier, puis ça va se finir. Mais là, c'est une miette. Et surtout par le fait que l'argument sur le marché international. Les gens, non pas l'FDLR, les gens estimaient que sur le plan politique, Félix Tshisekedi, qui est venu d'une famille de l'opposition, qui ne connaît pas, qui n'est pas né dans le secret militaire, finalement c'était quelqu'un, quand il est venu, il est venu avec une diplomatie soft power. Il a commencé par prendre langue avec le Rwanda, lui dire que j'ai envie qu'on aille en amitié et que finalement on trouve un terrain d'entente pour que finalement que chacun ait son intérêt, que finalement on instaure une paix. Sarkozy, 2009. Exactement. Partage des richesses. C'était une preuve de naïveté pour eux, cette approche-là. Et dans cette c'est notre homme. C'est notre homme qu'on pouvait facilement voir contrôler. Et que finalement, les choses ont changé par quelques abus. L'homme a fait volte-face. Et que finalement, on se rend compte que finalement, le pantin qui présentait les signes de pantin autrefois... C'est le fils de Tshisekedi. ...est différent en fait. Maintenant, c'est le fils de Tshisekedi. Maintenant, c'est le fils de Tshisekedi. C'est l'esprit Yachichi. L'esprit Yachichi et autres. Et on se rend compte finalement que même dans ça, les choses ont évolué. Et même malgré ça, malgré les faiblesses dans notre lobbying, malgré les faiblesses dans notre politique et diplomatique, pour continuer à faire parler de cette situation-là, cette voix-là a fini par résonner sur le plan mondial. Que finalement, les gens ne voient plus les choses de la même manière qu'autrefois, où on présentait le Rwanda a profité longtemps de sa position des victimes pour pouvoir se faire un peu la malle, se faire de l'argent, s'attirer la sympathie du monde et jouir de tout ce qui découle de cela. Et qu'aujourd'hui, finalement, la victime d'autrefois commence à prendre la place d'un bourreau. En fait. Et bon, non, c'est lui l'oppresseur. Un menu frétin qui autrefois était oppressé. En fin de compte, on se rend compte que c'est toi l'oppresseur. C'est pas aussi comme dire que cette communauté internationale ne savait pas que le Rwanda était un oppresseur, mais cette communauté internationale se rend compte que l'opinion publique internationale finit par voir les choses de cette manière-là. On dit on peut pas mentir on peut mentir à un groupe de gens pour un certain temps, mais pas à tout le monde et tout le temps. Tout le temps. Et que finalement, ces gens-là ont fini par voir vrai, et comme eux n'aiment pas se salir, finalement, ils vont prendre des décisions tendant à laver leur image. Deux hommes pacifistes, deux hommes qui viennent résoudre le conflit, des hommes providentiels qui sont pour la paix et pour la cohabitation mondiale. Donc, en gros, il sait qu'aujourd'hui, les cartes évoluent un tout petit peu, mais même si on a encore beaucoup de faiblesses en interne. Encore beaucoup de faiblesses en interne, mais... fin stratège qu'il est, on dit que c'est lui-même qui serait l'auteur de son génocide en 1994. C'est une hypothèse, malheureusement, que moi je ne peux pas affirmer ici. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est, pour quelque chose, responsable. Kagame est né, formé, préparé à prendre la revanche d'une communauté meurtrie et presque marginalisée autrefois. Il ne faudra pas oublier que la géopolitique rwandaise autrefois était une géopolitique bipolaire, c'est-à-dire qui, confronté généralement, était assis un peu comme à la manière africaine sur des considérations d'ordre communautaire. Et que finalement, partant de cet esprit-là, c'est ce qui fait que la prise du pouvoir là-bas s'est fait de la sorte. Je commence même à comprendre que même les dynamiques, les velléités de pouvoir stopper l'élan de la démocratie électoraliste, c'est aussi parce qu'on sait que généralement, puisque le vote est par nature ethnique et d'affinité, si on va sur cet terrain-là, le combat est perdu d'avance. Avant même de commencer. Il faut faire un effort de ne jamais tomber dans ça jusqu'à rééquilibrer le rapport de force. Il a voulu même effacer qu'il n'y aurait plus de Tutsis, de Hutus, mais non, il a fait un effort de pouvoir faire le travail parce qu'il savait que l'Occident qu'il s'est mis à dos comme allié vient toujours avec des exigences. Et que si vous voulez être justement cet État, si vous voulez continuer à être cet ami-là, ce point focal dans la zone Afrique centrale, il faut faire un effort de se mettre à jour. Et à jour, le mot d'ordre, le maître à mot, c'est la démocratie. Et que finalement, cette démocratie-là, le meilleur symbole de la démocratie tel que vendu par l'Occident aujourd'hui, c'est la démocratie électoraliste, qui fait que généralement l'accession au pouvoir s'efface par le suffrage. Donc, et il savait, mais malheureusement, il a fait quand même la bataille fort pour pouvoir gommer cette histoire-là. Faire en sorte de... Il remporte avec des 98%. Il remporte avec 98%. Il a commencé à
effacer les origines identitaires sur tous les éléments identifiants comme les cartes de citoyens et autres. Il a fait un effort de pouvoir constituer une identité commune à la population rwandaise. Il a fait un effort de se racheter en faisant du génocide un fonds de commerce. Un fonds de commerce, mais aussi un lien historique, un élément commun, un élément de conscience collective, pour dire que plus jamais ça et que désormais on est frères, on est obligés de vivre ensemble. Mais c'est un discours malheureusement qui passe difficilement dans le fond. C'est vrai que des manières apparentes, quand vous êtes à Kigali, vous vous rendez compte que les gens, la population fait un effort de fuir ces débats-là. Oui. Vous ne pouvez même pas engager une discussion. Ils ont fait un effort de devenir un État francophone. Les gens s'efforcent à parler l'anglais, et anglophone, pardon. Les gens s'efforcent à parler anglais, mais c'est à la base un État francophone où la majeure partie, les 80% de Rwandais parlent toujours le français. Parlent français. Quand vous faites un effort de que vous engagez un débat dans ce sens-là, il fait semblant d'être sourd. Il ne veut plus parler français, il veut parler anglais parce qu'il sait que tu es francophone. Et si tu es anglophone, il va te ramener dans le français. Ils font un effort, c'est devenu presque un sujet tabou. Mais dans le fond, il a quand même une responsabilité dans ce qui est arrivé parce que c'était dans la stratégie de la conquête du pouvoir. Comment, bon, c'est la dernière question sur ce sujet-là, comment entrevoyez-vous? Parce que la guerre, elle est aussi, bon, nous on peut, c'est donc, communication, oui. Alors, comment entrevoyez-vous l'après-Kagame au Rwanda? Parce qu'on peut déjà parler aussi de l'après-Kagame. Il m'est difficile d'entrevoir l'après-Kagame parce que... Peut-être un James Kabarebe qui prenait le pouvoir par un coup d'État. James Kabarebe prendre le pouvoir, c'est la pérennité de Rwanda, de Kagame. Non, change-moi de visage parce que Kagame est trop C'est Kagame qui continue à vivre en lui, malheureusement. Ou un Hutu. Quand on veut... Modéré. Je crois que pour des raisons d'évolution, parce que j'aime les théories de l'évolution, s'il faut parler de l'après-Kagame, pensons en une dynamique nouvelle. Et je crois que cette dynamique-là, elle ne manque pas, mais malheureusement, cette dynamique-là, elle est aphone dans le sens où il y a eu une forte répression au Rwanda. Très forte répression. Parce que là-bas, on tue, parce que Kagame lui-même, il le dit tout haut que les traîtres doivent mourir. Il y a une forte répression. En dernière date, je vais vous donner un élément qui est lié un peu à l'histoire de chez nous. Récemment, je suis tombé sur une lettre qui serait une note écrite par le feu général Delphin Kayimbi à l'état-major général, faisant état du caractère espion de l'ambassadeur Karega. De Karega. Ah oui. Que généralement, quand il arrive, c'est un fin psychologue, il vient pour travailler l'opinion sur les questions rwandaises. Que finalement, c'est quelqu'un, un bon infiltré. Qui parle bien le lingala. Et que, de par ses origines, il a été en Afrique du Sud pour réprimander des opposants au régime Kagame. Ça veut dire que cette politique-là, en fait, les méthodes du KGB existent encore dans ces pays-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois que s'il faut parler de l'après-Kagame, parlons de cet État-là qui va profiter. Parce que le Kagame, soyons vrais, a laissé beaucoup d'acquis positifs. Au Rwanda. Même si c'est des stratégies pour servir sa cause, mais en fin de compte, c'est des éléments sur quoi on peut se reposer pour créer une nouvelle dynamique qui remettra la population rwandaise ensemble, qui conduira la population rwandaise dans la révolution, pardon, un peu à la manière de Mosée, et cette fois-là, rebâtir le Rwandais et revoir les dynamiques. Et je crois que le Congo aura intérêt à avoir ce Rwanda-là, parce que de lors qu'on a ce Rwanda-là, ça veut dire qu'on aura en face de nous un voisin avec des objectifs très clairs qui stoppera un peu les velléités d'intrusion et d'occupation. Et on tournera la page à tout ça. Et ce qui fera en sorte que nous, on peut se constituer, parce que nous aussi, de par notre vocation, on doit réfléchir déjà à cette dynamique de ce Congo-là. Oui. Maître de la sous-région. Maître, pas de la sous-région. Maître du continent. Maître du continent. C'est pour ça que je disais aux gens, dans l'approche où le fait qu'on soit désigné pour aller résoudre le conflit au Tchad est un élément d'influence pour nous. Ce n'est pas incompatible pour nous qui avons besoin. Pourquoi? Parce que nous sommes le centre du monde. Le monde, tout le monde a le regard fixé sur le Congo, qui est considéré comme étant la réserve mondiale. Si on veut s'opposer et si on veut aller négocier justement avec ce monde-là, en position de force, et discuter avec des intérêts communs, ou des intérêts partisans, mais de manière équitable, il faut que nous ayons derrière nous une forte dynamique qui va nous accompagner. Il faudra qu'on se donne du poids. Et ce poids-là, à la manière des États-Unis, passe également par le jeu d'influence. C'est quoi les jeux d'influence? Les jeux d'influence. Mettons-nous dans le rôle
du redresseur de tort. Ce Congo qui va résoudre le problème, ce Congo qui prend presque le rôle de parent sur l'Afrique, et ça commencera par les approches politiques. Si on réussit historiquement à résoudre le conflit au Tchad, où il faut rentrer dans l'ordre constitutionnel, surtout qu'on a des arguments pour ça. Aujourd'hui, nous sommes dans l'histoire, un État qui a fait un effort d'avoir une transition politique avec 4 vice-présidents. Et puis une après, première mondiale. On a eu une passation de pouvoir. C'est vrai qu'il y a la Zambie, les autres qui sont habitués dans ça, le Ghana et les autres, le Sénégal et autres, mais dans la sous-région, je crois que nous sommes dans la meilleure posture que tous les autres, les exemple. Qui ont de l'expérience de la politique, mais malheureusement ne peuvent pas aller au Tchad pour prêcher le retour à l'ordre constitutionnel. Parce qu'on dira qui es-tu? Ils ont de cadavres dans leur Qui es-tu? Et toi qui viens de prêcher l'ordre constitutionnel alors que la constitution n'existe pas chez toi. Nous, on a des arguments sur ces terrains-là. Et c'est parmi des approches qui nous permettra à nous, politiquement, d'asseoir notre influence avant d'arriver, parce que la grande influence qu'on peut asseoir en Afrique, c'est dans l'approche économique. Faisons un effort de devenir le hub du continent africain, impulser le développement des autres qui, en retour, nous servira, nous aussi. Et c'est alors qu'on aura naturellement l'influence des autres et ils parleront notre langage sur le concert des nations et ça nous permettra de prendre une bonne posture. Oui, ça nous permettra d'évoluer. On évolue aussi avec dans cette émission. Mais dernière, si vous allez encore nous choisir une autre lettre, si bon, pardon, ça va un problème. Une autre lettre. Je vous rappelle que nous sommes dans Place à de grands hommes, ce rendez-vous des penseurs, où ce sont des libres penseurs qui viennent ici. La lettre P. Oui, la lettre P comme pays, comme patriote, comme patriotisme. Oui, il y a un peu cet élan patriotique. Pas seulement ici, on va un peu en Afrique, au Burkina Faso, où il y a un autre, peut-être un autre Sankara. Un autre Sankara? Ou au Mali. Parce qu'on a chassé là. Bon, un peu ce vent-là de jeunes qui prennent le pouvoir par des coups d'État, oui, mais qui veulent un peu changer les choses, un peu, qui veulent un peu être libres au fait. J'ai deux angles de vue sur cette question-là, particulièrement puisque si on va commencer à l'Afrique de l'Ouest. Plus de combien? 4 coups d'État en l'espace de quelques années, 4-5 ans. C'est le chèque de l'adaptation de la démocratie dans le continent africain. Je prends l'exemple du Tchad. Idriss Déby venait d'être réélu. Pour la 3e fois, je crois. Avec une majorité écrasante. Comme toujours. Mais contesté. Contesté par qui, vous savez? Pas forcément par sa population. Il commençait à développer les discours anti-Occident, anti-France particulièrement. Oui, je me rappelle de son discours où il parlait du service après-vente concernant la Libye. La Libye. Si la France assure le service après-vente à la Libye, quitte à avoir une population vivant dans le chaos, mais que les intérêts de la France soient assurés. C'est ça le service après-vente. C'est ça le service après-vente. On tente d'aller dans les dialogues, les médiations et autres. Pourtant, on sait qu'on a eu une position bien tranchée. On fait perdurer les choses justement pour continuer à exploiter. Donc, c'est ça. Et ça prouve à suffisance que l'Afrique, dans l'évolution, c'est vrai, on a besoin d'être des États démocratiques, surtout pour nous. Mais la démocratie, il faudra la prendre comme étant un concept adaptable à chaque situation, à chaque réalité, à chaque culture politique des États. Je vous donne un exemple. Quand vous allez l'Europe, ils ont tous inventé, ils ont tous été mis dans le panier de la démocratie. Mais pourquoi dans la forme de gouvernance, la démocratie l'Allemagne est différente de la démocratie, de l'approche française? Cette démocratie-là, en Grande-Bretagne, elle est différente. Pourtant, on n'a pas du mal à accepter l'adaptabilité des autres. L'Afrique doit penser à un modèle. L'Afrique doit penser à ses problèmes de fond. Chez nous, on a une politique, je n'ai pas envie de dire des approches paroissiales. Comment? Dans le sens où c'est oui et amen.
Dans le sens où il répond à des... On doit repenser notre démocratie. C'est-à-dire, on est dans une politique où on ne vote pas parce que tu viens présenter un projet. On vote parce que tu as un frère. Parce qu'il est de chez moi. Comment mettre à profit justement cette culture-là? On doit repenser notre démocratie. La démocratie, le copier-coller, les copier-coller qu'on a fait avec l'Occident prouvent ses limites en fait. Et qu'aujourd'hui, justement, quand on parle de pays, par exemple, quand on parle justement de patriotisme, je comprends quand vous dites qu'il y a eu une vague. Oui, il y a eu une vague, mais une vague qui est vendue sur le marché mondial comme étant de l'animalité. Ça, Lumumba était aussi vendu comme communiste, le diable incarné. Oui, mais malheureusement, quand ils vendent ça, nous qui en avons conscience que ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait? Mais maintenant, ça, c'est aussi un travail. Il y a une vague des influenceurs comme Kémy Seba, Nguchi Bianzin, il y a Nathalie Yamb qui font le boulot aussi. Je salue le boulot de ces gens-là. Avant qu'eux ne fassent ce boulot-là, il y a des gens innés comme musiciens, mais qui font un boulot énorme. Tiken Jaffa Koli. Jaffa Koli a fait ce travail-là avant qu'on arrive. Il n'y a pas que Jaffa Koli, il y en a plein. Je connais, beaucoup, trop. Même notre confrère Claudicia, un défenseur. Oui, il y a Alain Foka également. Alain Foka, n'en parlons pas. Le problème, c'est que quelle est la perception de l'homme africain des réalités politiques actuelles? On a fait un effort de nous tuer dans le fond. On croit encore que la politique est une question d'individu. Regarde la situation de la RDC. On vit les mêmes problèmes. La répétition des mêmes problèmes, on continue à croire que c'est un problème d'individu. C'est loin du système. Ce n'est pas un problème du système. C'est-à-dire qu'on est victime. On est un pays en proie d'une stratégie, d'un plan savamment monté, défini, pour pouvoir nous maintenir dans cette situation et que les autres continuent à puiser, à se servir. Au lieu de pouvoir remonter, aller chercher les conséquences, nous, on est dans le cause. Or, le rapport causalité à effet, oui, c'est la meilleure des choses. Qui ne sait pas quelles sont les causes du problème peut s'attaquer aux conséquences comme il veut. Ça n'arrivera pas. Bon, Assimi Goïta qui est vendu comme le diable, le Burkinabé également, qui est en train d'être vendu, parce que sur France 24, on voit presque plus les informations concernant le Burkina Faso ou le Mali. Ont-ils une chance? Ce sont des instruments diplomatiques. Les deux ont-ils, dès lors que nous ne sommes plus... Les deux ont-ils une chance de réussir? La chance, il y en a toujours. Mais être à même d'attirer cette chance-là, c'est là où il y a le travail. La chance n'est pas quelque chose d'abstrait. Elle ne tombe pas du ciel. Il faut l'attirer par le travail. Il faut l'attirer par la bonne communication. Il faut l'attirer justement par la véracité de ses actes. La question c'est que, est-ce que les gens qui les font sont sûrs de nous dire qu'ils ne sont pas sous contrainte d'une puissance quelconque? Parce que la difficulté de l'Afrique maintenant, c'est de croire qu'on a été paupérisé par l'Occident, c'est-à-dire je parle de l'Europe, oui, je parle des États-Unis, et que cette fois-là, on peut s'accrocher à la Russie et espérer mieux. Non, c'est un jeu des dupes en fait. Que ce soit la Russie, que ce soit le bloc communiste, que ce soit le bloc capitaliste, c'est un jeu, c'est-à-dire c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Les approches changent. C'est vrai que la Chine offre une approche win-win dans les questions économiques, ça encore, ce n'est qu'un concept. La Chine est devenue une puissance économique mondiale, mais quel est cet État qui, par la Chine, est devenu un État aussi développé? On a reproché la même chose au FMI et aux autres institutions de Bretton Woods, mais la Chine fait pareil. Ils vous donnent l'argent facilement, mais il vient vous piller. Ça ne vous sert pas à grand-chose. En fait. Lui, il vient vous piller. C'est-à-dire, on est dans une bataille, au lieu de continuer à être justement des pions dans un jeu, faisons un effort de devenir le joueur. C'est cette réflexion que l'Afrique doit mener. Pas être un pion qui quitte un maître pour un autre, mais quitter la dimension. Qui s'émancipe, au fait. Non, il n'y a même pas d'émancipation. Tu restes esclave. Qui s'affranchit. On ne s'affranchit pas. Être affranchi, ça veut dire quitter les statuts d'esclave, devenir un homme libre
de ses actes. On ne peut pas quitter un maître pour un autre et estimer qu'on est devenu affranchi. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas le cas. Et je crois que la difficulté de l'Afrique, c'est à ce niveau-là, et le Congo particulièrement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit aux amis, récemment ici on a lancé un appel, on a dit, on a initié une plateforme, dialogue de conscience, pour discuter de l'homme congolais. Quand j'ai lancé le concept, j'ai eu plus de 300 ou 400 messages et appels régulièrement. Il dit non, on sera là. Mais le comble, on a eu moins de 50 personnes quand il fallait discuter. Mike, Gardi et Diana, les bonnes choses ne durent jamais, comme on dit. C'est ça. Donc, derrière le temps. Et maintenant, on va passer à notre dernière phase de cette émission. C'est l'instant à télé, juste après ceci. Instant télé, c'est la toute dernière rubrique de cette émission. Mike Diana, je veux vous inviter à venir. Ça. Lorsque vous avez parlé de tous les souvenirs, tous les souvenirs, et aujourd'hui, notre télé. Ben, je crois que la télé, elle n'a pas changé. Elle est restée la même. Elle me rappelle les mêmes histoires. Oui. Mais sous un autre angle. Comment ça? Je viens penser d'une chose. La télé. Le rapport de génération, en fait. Comment? Je me rends compte d'une chose, c'est que la bataille technologique, c'est vrai, apporte de l'aide, mais domestique aussi l'homme. Comment? Dans rend l'homme fainéant. Fainéant, oui. Par exemple. On ne sait plus calculer aujourd'hui. Non, en fait, aujourd'hui, la question de la gestion du temps est devenue un sérieux problème. La théorie du gain facile a été renforcée avec les technologies. Les gens sans talent, sans don, aujourd'hui, croient qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et qu'aujourd'hui, on croit que l'effort ne sert à rien. Chancellor Opamba. Tu te mets derrière, tu crées un compte, tu racontes que des bêtises en fait. Tant que les gens peuvent revenir, soit pour rire, soit pour t'insulter, soit pour ils vont aimer, s'étonner, ils vont s'abonner. Ils s'abonnent et que finalement toi tu gagnes de l'argent. Oui, on me paye. La culture de la facilité, en fait, l'esprit Molokai gagne le monde en fait. Et je crois que je me souviens encore de beaucoup de choses. Je me rappelle de cette époque où rien que par cette télé, même les contenus était calibré. Je savais ce que je cherche dans la télé. Ah, oui. On n'était pas dans un monde de l'infobésité qui représente à la fois de l'intérêt, à la fois du désintérêt. Ici, je savais que je pouvais regarder. J'étais fan de Tom Sawyer comme dessin animé. Tom Sawyer. Je me rappelle que TKM, Antenne à un certain moment me le mettait. Oui. Je peux le regarder 2, 3 fois, dès que ça finit, je passe à autre chose. Disponible pour la maison, disponible pour moi-même, disponible pour aujourd'hui, les enfants n'ont que de chaînes de dessins animés. Aujourd'hui, on a créé un monde virtuel en fait. On est plus présent dans le monde virtuel qui sont les réseaux sociaux que dans le monde réel. Et les gens s'étonnent que ça change même dans le rapport humain. Oui. Autrefois, l'amour était destiné aux hommes et l'usage aux objets. Aujourd'hui, on a inversé. Oui. On utilise les hommes et on aime les objets. Et malheureusement, c'est ce que me rappelle cette télé, la belle époque où la vie était encore dans tout son sens. Aujourd'hui, tout est parti en vrille. Tout est parti en vrille. Oui. L'homme est devenu solitaire. L'homme est devenu solitaire. Égocentrique. Égocentrique, mais à la fois connecté au monde, quoi. L'homme connecté, tout en étant égocentrique. Il filtre lui-même, c'est-à-dire l'égocentrisme ouvert. C'est-à-dire, il reste ouvert au monde, il a de contacts à gauche et à droite, tout en vivant seul. Le contact humain a perdu de sa valeur. Oui, parce qu'aujourd'hui, on peut voir dans une salle, il y a plein de gens, mais personne ne parle. Tout le monde est sur son téléphone. Pourquoi parler quand je peux parler des gens à distance? Toi, tu es à côté, donc voilà. Mike Gardi Diana, deuxième passage dans cette émission, que pouvons-nous retenir? Bon, je crois qu'aussi il faut retenir quelque chose de ce passage. J'aime bien cette émission, j'aime bien ces concepts. Place des grands hommes. Moi, je suis quelqu'un qui, depuis un certain moment, croit que le Congo, aujourd'hui, il faut faire la promotion de la réflexion. On est devenu une société où les valeurs ont changé.
où le sacrifice ou encore le savoir est renvoyé aux calendes grecques, et que finalement on est rentré dans une culture où seul le courage suffit. Et qu'il faut être très courageux finalement pour pouvoir gagner n'importe quoi. On a vu ça, le courage est un élément essentiel, il ne faudra pas l'ignorer. Mais derrière le courage, un peu comme la Bible le dit, dans la foi, ajouter la connaissance. Ce qui fait qu'on est arrivé dans un monde où on vit qu'avec des approximatives, c'est-à-dire les minimums, c'est-à-dire la culture du moindre effort. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où on fait les choses approximativement. La culture de l'excellence disparaît. La culture de l'excellence disparaît parce que l'essentiel suffit. Tant que ça peut passer, c'est bon. Ce qui fait que les gens tatillants, les gens qui aiment l'excellence, commencent à prendre du recul et commencent à être renvoyés. On commence à se dire aussi, est-ce que c'est nous qui avons raison ou c'est eux? Et finalement, on a laissé la réflexion justement à la masse, on a laissé la réflexion à deux gens juste courageux, et puis voilà. Et finalement, l'intelligence, le savoir, je doute fort que ça soit encore des compétences aujourd'hui pour pouvoir exceller dans ce monde. Merci d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup et merci à tous nos téléspectateurs. Et vous qui avez suivi cette émission, je rappelle que nous avons accueilli pour vous Mike Gardidiana. Il a déjà eu à écrire, donc déjà vous avez. Si moi j'ai déjà écrit sur ce livre. Oui, il a déjà. Donc son passage a été déjà acté donc sur le marbre. Okay. Donc c'est ça. Merci à vous d'être venus. C'est à moi de vous dire merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Je vous accompagne. Suivez cette émission ce jeudi soir et la rediffusion le samedi et le dimanche. Merci à vous tous. Bye.